Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Je vous avoue qu'il y a 10 minutes, on a eu un peu peur, il y avait 5 personnes dans la salle, mais ça s'est vite rempli. Donc soyez les bienvenus dans ce bel amphithéâtre de la CCI pour ce rendez-vous de l'économie consacré à la cybersécurité. Une grande campagne de sensibilisation est menée tous les ans au mois d'octobre pour partager les bonnes pratiques qui peuvent concourir à la cybersécurité. Le thème s'impose donc tout naturellement ce soir encore, car malgré la sensibilisation, les cyberattaques continuent à faire parler d'elles chaque mois, sinon chaque jour. Alors je voudrais juste en profiter pour vous raconter une petite anecdote, parce qu'elle est réelle, elle est d'ici, et elle montre qu'on n'est jamais trop gros ou trop petit. Un commerçant que je connais bien, qui fait venir un container tous les 2 mois, qui a un petit chiffre d'affaires, un jour son fabricant de 30 ans lui dit « Tiens », lui envoie un mail en disant « Tiens, j'ai changé de compte bancaire, merci d'envoyer le prochain paiement du container à tel endroit ». Donc lui il se méfie un petit peu, mais sans plus. Il renvoie un mail à son fournisseur en disant « Pouvez-vous me confirmer que vous avez bien changé votre compte bancaire ?» Le fournisseur lui répond avec tout qui va bien, la signature, etc. « Oui, oui, on a changé de compte bancaire ». Vous voyez la conclusion arriver. Il s'était fait pirater son compte mail, mais complètement. Ce qui fait qu'en fait, tout ce qui entrait et sortait était contrôlé par les hackers. Et donc, il a payé 2 fois son container, une première fois au hacker et puis une deuxième fois au fournisseur qui a dit « Bah non, j'ai jamais changé de compte bancaire ». Et ça, c'est un petit commerçant qui fait peut-être 15-20 millions de chiffres d'affaires par an et qui, malheureusement, n'avait pas les bonnes pratiques au niveau de ses firewalls ou simplement de son outil mail, et il a perdu quelques millions dans l'histoire quand même. Donc ça, c'est juste pour illustrer qu'on n'est jamais trop gros ou jamais trop petit pour passer entre les gouttes. Ce soir, pour parler cybersécurité, nous vous proposons un échange avec Ayoub Sabar, c'est lui, gérant de la société Ornisec, et Laurent Rivaton, par défaut c'est l'autre, gérant de la société ADDO et président de la commission cybersécurité d'OpenNC. Ils détailleront les enjeux de la cybersécurité pour les TPE-PME, donneront leurs conseils pour se protéger, mais aussi évoqueront des exemples concrets de cyberattaques survenues en Nouvelle-Calédonie et qui ont porté préjudice à des entreprises. Dans un monde de plus en plus digitalisé, y compris pour les conduites des activités professionnelles, les attaques aux données numériques s'amplifient. Et ce phénomène n'épargne pas, bien sûr, la Nouvelle-Calédonie. C'était l'exemple que je vous donnais et qu'on aura, j'imagine, décliné sous d'autres exemples. Avec l'évolution des moyens numériques, les attaques cyber se sont organisées, se sont industrialisées et même sont devenues des activités économiques à part entière, criminelles mais lucratives. On a en tête les exemples des attaques contre les hôpitaux en France qui sont clairement dans ce scope. Il était utopique de penser que le risque cyber est maîtrisable, mais il a la responsabilité de chacun d'y être sensibilisé pour avoir les bons réflexes et constituer le premier repart au risque cyber. Je voudrais aussi rappeler aux entreprises présentes ce soir que le dispositif CapGIT Digital proposé par la CCI pour les accompagner dans leur transformation numérique est un guichet incontournable pour avoir la meilleure expérience numérique possible. Ça, c'était les 30 secondes de pub. Notamment en choisissant les bons outils pour sa situation, les bons partenaires pour développer ses solutions informatiques, mais aussi les bons conseils à travers les nombreux ateliers thématiques gratuits organisés dans l'année. Je vous remercie de votre attention et je laisse la parole à nos intervenants. Merci à vous. Là, ça va être mieux. Donc, bonjour tout le monde. Juste avant de commencer, je vais me présenter rapidement. Donc, je suis Ayoub Sabar, consultant spécialisé en cybersécurité, diplômé dans la cyber, plusieurs années d'expérience dans le domaine avec des certifications françaises et internationales, et surtout ancien RSSI de plusieurs structures, y compris la CCI Nouvelle-Calédonie. Donc, j'ai passé ici quelques mois avec les différentes équipes de la CCI à travailler sur des très beaux projets de sécurisation à la fois de la chambre, des écoles, des aéroports et de l'aéroport international également. Je suis également fondateur et président du CLUSIR Bretagne. Donc, c'est le club des experts de la cybersécurité dans chaque région qui fait partie d'un groupe national qui s'appelle le CLUSIF.
Et je suis membre du Club Ubios, donc qui est un club qui gère la gestion de risques. Et surtout, donc, je suis fondateur de la société Ornisec que j'ai créée juste à mon retour en métropole en 2020, qui propose une approche, on va dire, assez pragmatique pour traiter les risques cyber pour les structures en métropole, mais aussi dans les dom-toms, parce qu'on est présent dans chaque département outre-mer. Donc, juste avant de commencer à parler sur ce que c'est que sur la cybersécurité et comment faire pour se protéger des risques cyber et quels sont les risques cyber, on va d'abord définir les notions. Donc, tout le monde parle de la cybersécurité, mais concrètement, c'est quoi la cybersécurité? Parce qu'on entend souvent parler de ce terme-là, mais qu'est-ce qu'on met derrière la cybersécurité? Et bien, en fait, tout simplement, la cybersécurité, c'est un ensemble de moyens, d'organisation, de solutions, de techniques ou autres qu'on va mettre en place afin de protéger nos systèmes d'information, de détecter rapidement les attaques et surtout de réagir le plus vite possible afin de limiter les dégâts et les impacts d'une cyberattaque. Et pourquoi on le fait? Tout simplement, soit pour protéger nos actifs, donc comme on l'a dit tout à l'heure avec l'exemple, limiter les impacts, limiter les dégâts, assurer la continuité de nos services et ne pas perdre trop d'argent suite à une attaque, mais aussi on le fait pour respecter des réglementations qui s'appliquent soit directement à notre société, lorsqu'on est par exemple opérateur d'importance vitale ou opérateur de services essentiels ou autres, mais aussi lorsqu'on travaille avec des sociétés concernées par ces règlements-là. Parce que dans ce cas-là, en fait, ces sociétés vont transposer dans les contrats l'ensemble des règlements qui s'appliquent à leur système d'information. Donc dans tous les cas, on va être forcément concernés par la cybersécurité, soit pour protéger nos actifs et garantir la continuité métier de nos activités, soit pour respecter des règlements qui s'appliquent directement à nous ou indirectement avec un intermédiaire. Mais aussi, et surtout, c'est le premier frein qu'on constate, que la CCI, c'est ce que CCI France a constaté lors d'une étude qui a été réalisée. C'est le premier frein qui empêche, on va dire, les sociétés à se lancer dans la digitalisation. Pourquoi? Parce que ça fait tellement peur, donc on ne sait pas sur quoi on se lance, tout le monde parle des risques cyber, etc. Et donc en fait, c'est souvent considéré comme un frein pour les structures qui empêchent la digitalisation de leur système d'information. Mais du coup, pourquoi est-ce important? Donc tout le monde en parle, effectivement, là on a compris ce que c'est que la cyber, mais pourquoi moi en tant qu'une TPE, une PME ou une ETI ou peu importe, pourquoi la cybersécurité? Donc c'est un enjeu qui est important pour ma structure. Et ben, en fait, tout simplement parce qu'il y a trois raisons. La première, c'est que le risque cyber sont systémiques aujourd'hui. Donc à partir de janvier 2022, le risque cyber il est passé par les assurances comme étant un risque systémique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde va probablement se faire attaquer et cette probabilité elle est très importante. Donc les chiffres parlent d'eux-mêmes. Donc 80% des entreprises en France ont au moins subi une cyberattaque. Mais ce qu'on ne sait pas souvent, c'est que 60% des entreprises qui se font attaquer déposent le bilan après 6 mois. Et ça, en fait, c'est un chiffre qui est très alarmant, tout simplement parce qu'en fait, les coûts générés par les cyberattaques sont tellement importants qu'on n'arrive pas en fait à rebondir pour corriger les systèmes d'information et donc rétablir les services. Là, je vais donner tout à l'heure un exemple, mais je vais en parler dès maintenant. L'hôpital d'Essonne, à Paris, ils ont subi une attaque. En France, ils ont subi une attaque. Le coût de la réponse à l'incident, c'était 2 millions d'euros. Et le coût de rétablissement des services, c'était 5 millions d'euros. Donc ça fait un total de 7 millions d'euros. Heureusement, ils ont eu des aides dans le cadre de France Relance. Mais vous imaginez bien une PME ou une TPE ou autre, ça serait impossible d'assurer de telles dépenses. Et donc souvent, le choix qui est fait, c'est on dépose le bilan parce qu'on n'a pas les moyens de financer les coûts d'une attaque cyber. Deuxième raison, c'est qu'aujourd'hui, la cybercriminalité, c'est en hausse spectaculaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que le marché de la cybercriminalité, c'est un marché de plus de 1000 milliards de dollars par an. Donc les groupes d'attaquants, ils génèrent un chiffre d'affaires de plus de 1000 milliards de dollars. Et donc ça attire énormément d'acteurs. Et donc là où avant on se protégeait contre une minorité d'acteurs qui avaient les capacités et les compétences pour attaquer les sociétés, ces gens-là maintenant en fait ils ont changé leur modèle économique et maintenant ils sont tournés vers la préparation d'outils prêts à l'emploi.
Et comme ça, ils touchent des commissions. Ce qui fait que ça a augmenté en fait la surface d'attaque, tout simplement. Et donc, en fait, ça permet de générer énormément d'argent pour ces groupes d'attaquants. Et en plus de ça, ils ont bien travaillé à la fois leur parcours utilisateur, hein, des attaquants qui utilisent leurs services. Donc, c'est 100% digitalisé maintenant. Donc, on arrive, on est novice, on ne sait pas comment attaquer une entreprise. Ben, en fait, il y a des formations pour nous apprendre comment faire. Il y a des outils en fait prêts à l'emploi, des services SaaS en fait disponibles sur le dark qui nous expliquent donc étape par étape comment attaquer une entreprise. Si on n'arrive pas, il y a du service après-vente, donc on peut appeler le support, il y a la hotline qui nous explique comment faire. Et même une fois qu'on a gagné de l'argent en Bitcoin, par exemple, voilà, les victimes ils vont payer, ils nous expliquent aussi comment faire du blanchiment de Bitcoin pour le sortir dans la vraie vie. Et donc, avec ça, en fait, un attaquant aujourd'hui, un script qui dit, donc quelqu'un qui ne s'y connaît pas grand-chose dans le domaine, il devient une source de menace potentielle parce qu'en fait, avec l'ensemble des outils qui existent aujourd'hui, ben, il devient capable d'attaquer n'importe quelle entreprise en France, mais aussi dans le monde. Et la troisième raison, c'est que, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'il y a de plus en plus de contraintes réglementaires, il y a de plus en plus de lois qui sortent et qui s'appliquent à l'ensemble des organisations. Et d'ailleurs, là, il y a 7 jours, il y a la nouvelle version de la directive Nice qui est sortie, qui a été votée au niveau européen, et donc qui va s'appliquer sur un périmètre beaucoup plus large que ce qu'on avait avant. Et du coup, là, je ne sais pas pourquoi il y a... Et du coup, en fait, ça va ajouter des contraintes supplémentaires pour les entreprises afin de sécuriser leur système d'information. Et donc là, ça devient, c'est pas une nécessité, mais limite une obligation pour se structurer et faire de la cybersécurité. Et si jamais, en fait, il n'y a rien qui se passe, donc en tant que société, donc PME, TPE, on a décidé de pas améliorer le niveau de sécurité de notre système d'information, quelles peuvent être les conséquences? Ben, il y en a plusieurs. Hein. La première, souvent, c'est l'indisponibilité des services. Là, le meilleur exemple, c'est ce qui se passe actuellement au gouvernement de Vanuatu. Donc, ils ont, comme vous le savez, hein, ils ont eu une attaque depuis le 10 novembre. Tous les services en fait internes, donc messagerie, téléphonie, sont bloqués, mais également quelques services externes. Et donc, les citoyens, en fait, tout simplement, ils ne peuvent pas accéder aux services publics pour réaliser les démarches en ligne. Et donc, ça crée une indisponibilité de l'ensemble des services, que ce soit en interne, mais également en externe. Il y a aussi des pertes financières parce qu'en fait, une fois qu'on se fait attaquer, soit on aura besoin de l'argent pour rétablir les services, pour payer des prestataires, mais aussi pour potentiellement payer la rançon. Et donc tout ça, ça génère des frais supplémentaires. Et même, par exemple, imaginons on se fait attaquer et qu'il y a une exfiltration des données qui a été réalisée, et bien tout simplement, la CNIL, il y aura une sanction parce qu'on n'a pas respecté la réglementation. Et là, ça peut aller souvent entre 200 250 000 euros jusqu'à 500 000 euros, voire plus pour les grandes structures. Fonctionnement en mode dégradé, là c'est un exemple que j'ai pris de la mairie de Angers. Pour ceux qui savent, on verra l'exemple tout à l'heure, la mairie d'Angers, ils ont suivi une attaque. Ça a pris 18 mois de mode dégradé avant de rétablir les services. Donc les citoyens, ils n'avaient pas accès à leurs services et quand ils se présentaient sur place, en fait, ils n'étaient pas capables d'avoir, par exemple, des actes de naissance. Un impact sur l'image, forcément, un impact juridique. Perte de clients. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, les attaquants, comme vous l'avez compris, maintenant, c'est des businessmen, ils sont là pour faire de l'argent. En fait, ils vont utiliser tous les moyens pour faire du forcing sur leurs victimes. Ça veut dire, donc là, ils vont attaquer une société, ils vont exfiltrer des données. Dans les données, ils vont trouver des données de partenaires de cette société-là ou de clients. Donc, ils vont appeler ces clients-là, ils vont leur dire, on a attaqué votre partenaire, on a réussi à avoir vos données. Et soit vous allez l'appeler pour qu'il puisse nous payer, sinon on diffuse vos données sur Internet. Et donc la victime, il subit une pression supplémentaire de la part de ses partenaires qui l'oblige du coup à céder et à payer la rançon. Et donc, par la suite, potentiellement perdre les relations qu'il a avec ses partenaires. Fuite des données, évidemment. Dépôt de bilan. Donc là, j'ai mis quelques exemples, mais on l'a vu, 65% des sociétés déposent le bilan aujourd'hui. Et surtout, les pertes de chiffre d'affaires. Entre janvier et octobre 2022, les pertes cumulées de chiffre d'affaires en France, c'était estimé à plus de 1 milliard d'euros. Donc, qui ont été déclarés, sachant que ça va être uniquement le minimum, parce que ceux qui ne déclarent pas, il y en a beaucoup plus. Et donc, au moins, ça vous donne une idée de combien ça peut être les pertes cumulées de chiffre d'affaires, notamment en France.
Et juste pour présenter un cas précis qui est le cas des ransomware, parce que comme vous le savez, les attaques cyber, il y en a plusieurs, hein, et l'arnaque au président, comme ce qu'on a vu l'exemple tout à l'heure. Mais d'ailleurs, ce type d'attaque qu'il a cité, en fait, c'est l'attaque qui génère le plus d'argent aujourd'hui dans le monde. On peut avoir des pertes par société jusqu'à plus de 30 millions d'euros avec l'arnaque au président. Donc changement de RIB, le PDG qui appelle le DAF pour lui dire là on est en une opération très sensible, entrée en bourse ou achat, acquisition, autre, il faut exécuter un virement. Et donc sous la pression, la personne cède et donc il fait le virement. Donc ça fait partie des attaques qui génèrent le plus d'argent. Mais les attaques qui vont faire le plus de dégâts, c'est les attaques par ransomware. Donc rançon logiciel, donc c'est quoi? C'est un logiciel malveillant qui vient et qui va chiffrer l'ensemble des systèmes d'information de votre structure. Donc c'est ce qui se passe par exemple actuellement au Vanuatu. Mais après, il va aussi exfiltrer des données pour faire un chantage en fait supplémentaire et appuyer en fait son attaque. C'est par exemple ce qui s'est passé la semaine dernière en Australie, où un groupe d'attaquants il a réussi à compromettre le système de Mediabank. En fait, c'est une mutuelle en Australie. Ils ont fait du chantage pour que la victime paye, mais donc la victime il a refusé. Et du coup, le groupe d'attaquants il a diffusé les données médicales de plus de 9 millions de citoyens australiens. Donc, y compris donc, toutes les informations médicales connues en fait, par cette mutuelle. Et donc, donc là, en fait, on voit clairement que ce sont les attaques aujourd'hui qui vont avoir le plus de visibilité, le plus de dégâts et surtout le plus d'impact à la fois pour l'entreprise et pour son écosystème. Et là, vous avez tous suivi ce qui s'est passé à Air Calédonie en février cette année. Ça a été médiatisé, donc je peux en parler. Ils ont eu une attaque de ransomware également. Et donc, ils ont passé énormément de temps et d'énergie et de moyens, du coup, pour se rétablir et remettre en état de marche leur service. Et donc, imaginons, donc aujourd'hui, on a subi une telle attaque. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des statistiques aujourd'hui qui ont été réalisées par l'ANSSI, donc l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Et donc, l'ANSSI, il a constaté que si jamais une entreprise aujourd'hui subit une attaque de ransomware, il leur faut plusieurs semaines pour redémarrer les services. Ensuite, il leur faut plusieurs mois avant de revenir à l'état normal et plusieurs années avant de sécuriser leur système pour ne pas se faire attaquer encore une fois. Et donc là, ça donne des éléments clés pour comprendre que demain, on se fait attaquer, il ne faut pas s'attendre à démarrer les services en 2 clics. Ça prend du temps, ça prend des moyens et souvent, on peut fonctionner entre 6 mois et 18 mois de mode dégradé avant d'avoir un fonctionnement nominal. Et donc ça, ce sont les statistiques de l'ANSSI. Et du coup, qui va chercher à faire tout ça? Donc, quelles sont les sources de menaces? Contre qui on se protège aujourd'hui? Comme ce que j'ai expliqué tout à l'heure, contre tout le monde. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'offre, s'est bien structurée et il y a des outils qui existent aujourd'hui qui peuvent être utilisés par les sources de menaces pour attaquer leurs victimes. Et donc là, le ROI moyen, c'est plus de 500%. Le coût moyen des données personnelles en vente sur Internet, sur le dark évidemment, c'est entre 0,3 et 2 € par personne. Et les coûts moyens de vente de données de santé, c'est jusqu'à 400 € par personne. Donc ce qui montre en fait que ces chiffres-là, en fait, ça attire beaucoup de monde parce qu'on peut gagner énormément d'argent en réalisant ce type d'attaque. Juste un petit mot sur la décision de Bercy concernant le remboursement des assurances cyber. Donc, vous avez tous suivi il y a quelques mois. Donc, Bercy, ils ont autorisé les assureurs aujourd'hui à rembourser les rançons. C'est-à-dire que quelqu'un qui se fait attaquer, il est assuré, il paye la rançon. Il y a l'assureur en fait qui a le droit maintenant de rembourser cette rançon-là. Et juste après cette décision, quelques jours après, on a constaté en fait une augmentation exponentielle des attaques qui ciblent la France. C'est-à-dire que tous les groupes d'attaquants internationaux, ils ont tourné leurs projecteurs en France parce que là, c'est un coup sûr. J'attaque le client, il me paye, il se fait rembourser, tout le monde est content et voilà. Et donc là, c'est un exemple de ransomware Lockbit qui est très connu. Il a fait beaucoup de dégâts dans le monde. Et donc là, en fait, on a fait une capture d'écran de leur data leak juste après la publication de l'annonce par Bercy. Et là, on voit bien que la majorité des clients, c'est du .fr, donc c'est des sociétés en France. Et là, c'était un exemple. Il y a autres, bien évidemment, groupes de ransomware très connus qui ont fait la même chose. Quelques statistiques en France publiées par l'ANSSI. Donc en 2020, ils ont constaté plus de 255% d'augmentation des signalements d'attaque à l'ANSSI.
Donc, c'est uniquement du déclaratif. Donc, la réalité, ça va être encore plus. 54% des entreprises ont subi donc une attaque par ransomware. Le coût de la rançon moyenne, c'était de 6 000 euros. Évidemment, il y avait bien évidemment donc, des attaques qui ont généré des pertes assez importantes, mais le coût moyen, on va dire, c'était 6 000 euros. 1 milliard, c'était la perte de chiffre d'affaires en 2022, et 65% des sociétés attaquées en France payent la rançon. Malgré le discours officiel qui dit évidemment il ne faut pas payer, c'est pas bien parce que ça attire les attaquants. La vraie vie en fait montre que les entreprises qui se font attaquer aujourd'hui, ils payent. Tout simplement pourquoi? Parce que quand on se fait cryptoloquer, on vient voir le décideur, le DG, on lui dit voilà, on a subi une attaque, ça va prendre 6 mois de mode dégradé, ça coûtera 1 million pour rétablir les services, et derrière l'attaquant il demande 2 000 euros de rançon. Voilà, je pense que voilà, on se met à la place du DG, il ne va pas réfléchir trop longtemps pour dire bah, je tente, je prends le risque, je paye. Même si 20% de ceux qui payent ne reçoivent jamais leurs données, mais au moins ça vaut le coup parce que les attaquants, ils l'ont compris, ils ont réduit le coût de la rançon, ils travaillent aussi sur leur image, hein, ils ont un service marketing vraiment qui s'assure que l'image de marque elle est bien protégée. Et donc en fait, souvent maintenant, lorsqu'on paye, on récupère nos données et surtout ils ont travaillé sur le prix, donc ils ont revu leur modèle économique pour proposer un prix qui est abordable pour n'importe quelle structure. Vu qu'il y a une guerre d'ailleurs entre les groupes de cybercriminels, donc chacun travaille son image de marque évidemment. Et donc là, je vous ai mis l'exemple de la mairie d'Angers. Donc d'ailleurs, je vous invite à voir une vidéo qui est très très bien faite sur Brut, qui présente un témoignage donc, du maire directement, qui explique en fait ce qui s'est passé, comment ils ont vécu l'attaque. Mais pour faire très simple, suite à l'attaque, ils ont eu 18 mois de mode dégradé. Donc pendant 18 mois, il n'y a pas eu d'informatique. C'était très compliqué pour gérer les services à la fois en interne, mais aussi les services destinés aux citoyens. Et donc tout à l'heure, je parlais de l'hôpital d'Essonne. Et donc là, en fait, le coût de l'attaque, c'était 2 millions d'euros. Le coût pour rebâtir le système, c'était de 5 millions d'euros. Donc un coût total de 7 millions d'euros. Et surtout, ça leur a pris 1 an de travail pour rétablir les systèmes. Et donc une correction prévue pour 2024. Et c'est ça, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que ça coûte cher pour rétablir les services, évidemment, mais surtout, ça prend du temps avant que ça redémarre et avant que ça soit corrigé. Parce qu'évidemment, comme vous le savez, l'attaquant, s'il arrive à s'introduire dans un système d'information, il va créer plein de portes d'entrée. Comme ça, même quand vous allez corriger votre système d'information, bah, il aura des entrées potentielles que vous n'avez pas vues, qu'il va réutiliser pour s'introduire de nouveau. Et c'est ce qui se passe souvent. C'est pourquoi ça dure énormément de temps, parce qu'en fait, l'attaquant, il ne fait que revenir au fur et à mesure. Et donc, en Nouvelle-Calédonie, bah là, je vous ai donné quelques chiffres pour voir, parce que souvent, j'entends le discours, bah là, on est protégé par la barrière de corail, donc il n'y a pas de risque chez nous. Mais en fait, ça ne marche pas comme ça dans le monde informatique. Et là, quelques chiffres que j'ai collectés pour la Calédonie. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que à l'époque, quand j'étais RSSI à la CCI, on avait mis en place ce qu'on appelle un pot de miel pour tester combien de temps mettra la première attaque pour arriver sur une cible en Nouvelle-Calédonie après avoir été mis en service. Donc on a déployé un service pour tester, pour attirer les attaquants, ici à la CCI. Et en fait, on a calculé, c'était 10 minutes. Et ça, c'était en 2019. Aujourd'hui, donc, il y a un article sur CCI Info de Serge Keller, ici présent, le DSI de la CCI, qui explique donc, le travail qui a été fait par Open, notamment la mise en place d'un pot de miel. Et en fait, ils ont mis en place un pot de miel pour pareil faire la même chose, même c'est récent, pour mesurer à la fois combien de temps ça met pour avoir la première attaque et surtout combien d'attaques on peut calculer sur une durée d'1 mois. Et donc, premier indicateur, c'était 5 secondes pour recevoir la première attaque et 34 millions d'attaques sur 1 mois. Et à l'époque, en fait, il y avait un article sur les Nouvelles-Calédoniennes qui disait qu'au niveau de la police, il y avait un dépôt de plainte par semaine suite à une cyberattaque. Ça veut dire qu'il y a des gens, enfin, il y a des sociétés qui se font attaquer en Calédonie, mais évidemment, on ne le sait pas parce que tout ça, ça reste confidentiel. Personne n'a envie de savoir qu'on a subi une attaque informatique. Et il y a un autre chiffre que je vais communiquer, ça a été diffusé hier par le directeur adjoint de la DNUM, du gouvernement, qui disait qu'en fait, tous les mois, il bloque plus de 10 millions d'attaques en provenance de la Russie vers le gouvernement. Et donc ça, c'est des chiffres locaux, en fait, de sociétés qui sont juste à côté de chez vous.
Je vous ai aussi présenté ici quelques exemples de ce qu'on arrive à bloquer dans une société, dans une PME en Calédonie, avec les différents moyens de défense assez classiques, hein. Tout le monde connaît la messagerie. Vous savez, la messagerie, ça reste le point d'entrée numéro 1 des attaquants. C'est le plus privilégié, c'est le plus simple. Souvent, en fait, on peut avoir jusqu'à une centaine d'attaques par jour qui est bloquée au niveau de la messagerie. Ensuite, la deuxième barrière, souvent, c'est les pare-feux. Donc, c'est ce qu'on met, donc c'est ce qu'il disait tout à l'heure. On met le boîtier qu'on met en entrée de notre réseau et qui bloque toutes les attaques qui viennent de l'extérieur. Et donc là, on arrive à bloquer jusqu'à 500 attaques par mois. Et même avec toutes ces barrières-là, il y a toujours des attaques qui arrivent à bypasser ce qu'on a mis en place. Ça arrive jusqu'au poste de travail. Et là, le dernier rempart, ça reste l'antivirus. Et là, on peut bloquer jusqu'à 70 virus par mois. Donc, ce qui montre que même une société en Calédonie subit des attaques et surtout les outils qui sont mis en place ne sont pas souvent suffisants vu l'intérêt d'avoir ce qu'on appelle une défense en profondeur pour avoir plusieurs barrières pour freiner l'attaquant. Et d'ailleurs, pourquoi on doit mettre plusieurs barrières? Tout simplement parce que, comme vous le savez, aujourd'hui, quelqu'un qui cherche à attaquer une entreprise, il va y arriver. Et l'objectif, c'est de le ralentir le plus vite, enfin le plus lentement possible afin de le détecter rapidement. Et donc, on met en place plusieurs barrières. Comme ça, lorsque l'attaquant va essayer de franchir les barrières, il va générer des traces, ce qui va nous permettre de le détecter. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que entre l'intrusion initiale et l'exécution de l'attaque, il faut compter entre 4 mois et 6 mois. Et donc, pendant ce temps-là, si on a des moyens de détection, évidemment, si l'attaquant génère des traces, on peut le détecter. Sinon, si on n'a pas de moyens de détection, on va subir l'attaque. Et donc la cybersécurité, vous l'avez bien compris, ça devient une nécessité quasi vitale. Donc c'est un enjeu qui doit être stratégique, qui va permettre à la société, n'importe quelle organisation, dans n'importe quel secteur d'activité, d'assurer sa survie et sa continuité de service. Maintenant, une fois qu'on a compris ce que c'est que la cyber, que c'est important, ça fait peur, etc., maintenant, comment on fait concrètement pour mettre en place un programme sécurité? En fait, avant de commencer, il faut savoir quels sont les défis aujourd'hui auxquels les entreprises font face. Il y en a plusieurs. Le premier, c'est ce qu'on constate souvent, c'est le manque de sponsoring de la direction générale. Il y a une étude qui a été faite par l'ANSSI il y a quelques années maintenant. Ils ont analysé en fait les sociétés qui se font attaquer. Ils ont essayé de comprendre d'où viennent les vrais problèmes. Pourquoi ces sociétés-là ils se font attaquer? Ils ont trouvé 3 raisons. La première qui était en podium, première place de podium, c'était le manque de sponsoring de la direction générale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la direction générale, il considère souvent l'informatique ou la cybersécurité comme une simple fonction support qui consiste à acheter des PC, donc déballer des cartons, brancher, ça marche et après on n'en parle pas. Et ils ont oublié en fait que sans informatique, aujourd'hui, on ne peut pas fonctionner. Et donc, s'il n'y a pas de sponsoring de la direction générale, donc il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de budget, il n'y a pas de ressources, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'amélioration continue, et surtout, il n'y a pas d'arbitrage lorsqu'on a des problématiques opérationnelles ou techniques ou organisationnelles. Et ce qui se passe, en fait, c'est que les DSI, les services informatiques, ils vont essayer de faire ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont, donc pas grand-chose. Et c'est comme ça, en fait, que les sociétés se font attaquer aujourd'hui. Encore plus dans le public. La deuxième raison qu'ils ont trouvée, c'était le manque de ressources humaines et financières. Ça veut dire qu'aujourd'hui, malgré la bonne volonté des entreprises, en fait, malheureusement, ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas assez de ressources. Et même lorsqu'ils veulent recruter, ils ne trouvent pas les profils nécessaires. Ce qui fait que du coup, il y a un grand décalage entre ce qu'ils doivent faire et ce qui est réellement fait pour sécuriser le système d'information. Donc la troisième raison qui fait partie des défis pour les entreprises, c'est le cadre réglementaire qui est en constante évolution. Donc on l'a bien vu, il y a énormément de règlements. Donc il y a la LPM, la directive NIS, le RGPD et plein d'autres. Et ces règlements-là, ils bougent tout le temps. À chaque fois, on a une nouvelle version. Donc là, il y a une première version de la directive NIS, c'était en 2018. Là, en 2022, on a une nouvelle version, ainsi de suite. Et du coup, à chaque fois, on a des règlements qui sortent et qu'il faut mettre, qu'il faut mettre en place, qu'il faut lancer des chantiers de mise en conformité avec ces règlements-là. Du coup, ce qui génère énormément de travail pour l'ensemble des équipes. Quatrième raison, c'est la dette IT. En fait, tout simplement, vous savez, les équipes informatiques, lorsqu'ils n'ont pas de budget cyber, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont déployer des outils informatiques, ils vont déployer des serveurs, des PC, des machines, etc. Et ils vont les oublier pendant plusieurs années. Et donc, on va accumuler une dette IT, donc un manque, un grand nombre de vulnérabilités et de composants qui sont obsolètes. Et donc, le jour où on va décider de mettre à niveau la sécurité, ça va nous coûter très très cher. Pourquoi? Parce qu'avant de sécurité, d'abord il faut mettre à niveau et après il faut maintenir la sécurité.
Cinquième raison, c'était le manque de maturité cyber des fournisseurs. Ça, c'est encore plus vrai en Calédonie. Comme vous le savez, ici, donc les sociétés, souvent, ils font appel à des prestataires. Il y a des prestataires qui sont très, très bons sur le territoire, mais il y a aussi des prestataires qui sont très, très bien dans l'informatique, mais qui ne sont pas des experts en cyber. Et ce qui fait qu'on va déléguer, on va faire confiance à nos prestataires. Et lorsqu'on va faire des audits ou autres, on va se rendre compte que le niveau de sécurité n'est pas conforme à ce qu'on voulait pour plusieurs raisons. Hein. Soit le manque d'expertise, soit tout simplement le client il n'a rien demandé à son prestataire. Donc pour que le prestataire ne perde pas le marché, il n'a pas ajouté de cyber. Donc là, il n'y a pas de devoir de conseil. Ou tout simplement, en fait, il ne voulait pas être plus cher que les autres. Donc il n'a pas proposé de cyber par défaut. Et d'ailleurs, donc voilà. La sixième raison, donc ça c'est ce que disait d'ailleurs, ce que disait Alain Juillet en 2019 à la DGNOVA à l'université, c'est qu'un des problèmes clés en Nouvelle-Calédonie, c'est le manque de ressources sur le territoire. Comme vous l'avez compris, hein, donc pour faire de la cyber, il faut des ressources. Et malheureusement, il y a une pénurie internationale, mais encore plus en Nouvelle-Calédonie. Donc je vais aller plus vite, parce qu'on m'a demandé d'accélérer. Donc par rapport à l'engagement de la direction générale, les messages clés qu'il faut faire passer, le premier, c'est de reconsidérer la cyber comme un axe, un enjeu stratégique. Le deuxième, c'est de mettre en place un cadre de gouvernance pour gérer correctement la cybersécurité tout au long du cycle de vie du programme. La troisième, c'est d'allouer les ressources nécessaires, RH et financières, parce qu'on ne peut pas sécuriser un système sans moyens. Et la quatrième, c'est surtout sponsoriser les chantiers cyber. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va définir des projets cyber, des chantiers, des mesures ou autres, en fait, on va se rendre compte qu'on va être confronté à des blocages, que ce soit vis-à-vis des salariés, vis-à-vis des autres départements ou autres. Et à un moment, on a besoin du sponsoring de la direction générale pour faire passer les messages. Et si on n'a pas l'appui de la direction générale, quelles que soient les politiques, les procédures qu'on va définir, ils ne vont jamais voir le jour. Pourquoi? Parce qu'on va être confronté à des blocages et donc en fait on n'aura pas des leviers et des moyens pour convaincre les autres départements à suivre les règles du jeu. Et donc qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour lancer un programme sécurité? Là, je vous ai présenté rapidement une feuille de route sur 4 étapes. La première, c'est choisir un référentiel. L'objectif, c'est de ne pas perdre du temps à définir qu'est-ce qu'on doit mettre en place comme mesure, faire des analyses des risques ou autres. Non, il faut commencer très simple, de façon pragmatique. Vous allez voir votre niveau de maturité actuel. Vous allez regarder les outils, les guides et les référentiels qui existent au niveau de l'ANSSI, l'ISO ou autres, et vous allez choisir le plus adapté à votre structure. Il faut commencer par les plus basiques. Hein. Le ticket d'entrée, on va dire, c'est le guide de l'ANSSI à 12 règles de sécurité. C'est déjà un très bon début. Après, il vient donc, le guide d'hygiène à 40 mesures, etc. Donc l'objectif, c'est de ne pas chercher dès le début un niveau de sécurité très important, mais d'aller et d'avancer surtout à votre rythme. Deuxième étape, c'est éviter l'erreur du tout étant urgent et prioritaire. Donc l'idée, c'est vraiment de sélectionner les périmètres les plus sensibles et les plus critiques et commencer la sécurité par ces périmètres-là. Sinon, en fait, ça va coûter très cher, ça va demander beaucoup de changements et vous allez être rapidement bloqué parce qu'en fait, il y a une inertie dans l'entreprise que vous ne pouvez pas bypasser et donc il n'y a rien qui va être fait sur le long terme. Donc au lieu de tout changer du jour au lendemain, l'idée, en fait, c'est d'aller doucement sur un périmètre critique et d'étendre le périmètre au fur et à mesure. Troisième étape, c'est choisir l'équipe technique. Donc, comme je disais, il faut des ressources. Pour recruter, c'est l'idéal, mais c'est difficile ici en Calédonie, vous l'avez bien compris. Donc, il faut s'entourer. Donc, il y a des prestataires sur le territoire qui ont de l'expertise, auxquels vous pouvez faire appel pour vous aider en fait à structurer votre fonction de sécurité. Il faut juste leur demander parce qu'ils savent faire, mais souvent ils ne le font pas parce qu'on ne leur demande pas ou ce n'est pas dans les contrats. Et le quatrième point, c'est avoir un chef d'orchestre. Si on n'a pas de responsable, de chef d'orchestre, quelqu'un qui suit le sujet, qui pilote le projet, malheureusement, en fait, on va avancer les premiers mois parce qu'on est motivé, et après, en fait, on va être rapidement pris par le quotidien, et donc on va laisser de côté la cyber. Et donc surtout, travailler la culture cyber au sein de l'entreprise. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez tous, 99% des cyberattaques aujourd'hui passent par un salarié. Et donc, si on n'a pas mis en place une culture cyber, donc si on n'a pas sensibilisé nos salariés, peu importe les solutions techniques qu'on va mettre en place autour de notre système, il y aura forcément un salarié qui va cliquer un jour sur un mail ou qui va donner son mot de passe. Et du coup, derrière, l'attaquant, il aura une porte ouverte sur notre système d'information. Et la dernière étape, c'est
certes, il faut lancer des chantiers sécurité, mais étant donné que ça prend du temps, généralement entre 3 et 5 ans de travail avant d'avoir un niveau de sécurité correct, il faut se préparer en attendant. Ça veut dire qu'il faut être prêt si demain il y a une attaque, de qu'est-ce qu'on va faire, comment on va faire, quelles solutions on va mettre en place pour réagir rapidement. Et l'objectif, ce n'est pas d'attendre d'avoir une attaque pour réfléchir sur quelles sont les solutions qu'on doit mettre en place. Il faut se poser la question en amont, être bien préparé avec des exercices de crise cyber ou autres. Comme ça, lorsqu'il y a une attaque, on sait rebondir et on sait rapidement gérer la situation de crise. Et pour finir, donc, il y a évidemment la question de l'assurance cyber. Donc, en 2 mots, c'est pas facile, c'est très compliqué parce que, comme vous l'avez compris, donc on est sur un risque systémique. Donc, l'assureur, il n'a aucune raison pour vous assurer parce qu'il sait que vous allez vous faire attaquer. Et donc, on est passé en ce qu'on appelle les enchères inversées. C'est-à-dire, avant, pour avoir une assurance, vous lancez une consultation, les assureurs répondent et vous allez choisir la meilleure offre. Maintenant, c'est plus le cas. C'est à vous de monter un dossier, de montrer patte blanche, montrer que vous avez mis en place un certain nombre de mesures de sécurité et espérer qu'un assureur accepte de vous assurer. Mais si vous y arrivez, en fait, il y a beaucoup d'avantages. Le premier, ça va vous rembourser les coûts de réponse à l'incident, donc notamment les rançons, etc. Ça va vous apporter une assistance juridique pour traiter l'incident. Ça va vous permettre d'avoir une mobilisation des experts. Pourquoi? Parce que l'assureur, son objectif, c'est de réduire les pertes. Donc, il veut traiter l'incident le plus vite possible pour ne pas générer en fait, des pertes conséquentes. Donc, il va vous envoyer des experts cyber pour répondre rapidement et contenir l'incident. Et moi, je vois aussi l'assurance comme un levier supplémentaire pour convaincre les décideurs afin de sécuriser le système d'information. C'est-à-dire que derrière, on peut aller les contacter pour leur dire, voilà, on veut se faire assurer, mais ils nous demandent de mettre en place telle ou telle exigence de sécurité. Donc, ça serait un levier supplémentaire. Et donc, la dernière question, c'est combien coûte tout ça? En fait, c'est très simple. Souvent, il y a 2 coûts dans la cyber. Il y a le premier coût qui nécessite un investissement assez important les 3 premières années. Et donc, au début, souvent, on commence sur un niveau de sécurité qui est faible. Et donc, l'idée, c'est de l'augmenter à un niveau de sécurité qui est correct. Et ça, en fait, c'est le coût, ce qu'on appelle le coût de build en SSI, le coût d'investissement pour avoir un niveau de sécurité qui tient la route, qui permet de faire face à des attaques basiques. Et après, une fois qu'on a atteint ce niveau-là, il ne faut pas arrêter les dépenses, sinon on redescend. L'idée, c'est vraiment d'avoir un coût de maintien en condition de sécurité, ce qu'on appelle un coût de run de la cyber, sur les années à venir. Donc, pour vous donner des chiffres, pour le coût initial, comme vous l'avez compris, c'est difficile de donner un chiffre de combien ça vous coûte la cyber, parce que ça dépend de votre objectif, ça dépend d'où vous partez, ça dépend des règlements qui sont applicables, etc. Mais souvent, ce qu'on a noté avec notre retour d'expérience, c'est que c'est entre 50 et 100 cas par an, sur 3 ans, du coup, pour une petite PME. Ça peut aller à plusieurs millions d'euros, évidemment, pour les grandes structures, mais pour les PME, ça tourne entre 50 et 100 cas par an pour améliorer le niveau de sécurité. Et à partir de la 3e année, du coup, si on décide de partir sur un programme sur 3 ans, le coût de maintien en condition de sécurité, généralement, c'est estimé à 10% du coût de l'informatique. Donc déjà, si vous avez un coût d'informatique qui est identifié, vous prenez 10% et ça serait le coût de maintien en condition de sécurité. Ça, c'est toi. Merci beaucoup. Voilà, donc rebonjour, bonsoir plutôt. Donc je vais vous proposer maintenant une seconde partie dans laquelle je vais essayer de faire un lien un peu plus direct entre cybersécurité et puis gains économiques. Alors je suis Laurent Rivaton. Et puis avant de me présenter en quelques chiffres, je vais évacuer tout de suite quelques questions. Oui, c'est bien moi sur la photo. Non, je ne suis pas tout nu. Et cette photo a été prise à Lansvata, donc il y a un certain temps. Donc voilà, ça c'est fait. Je vais revenir sur mes quelques chiffres. D'abord, 3 x 10, parce que c'est... en fait, j'ai commencé à m'intéresser à la cybersécurité à la fin des années 80, donc ça fait plus de 3 décennies maintenant. Un quart de siècle que j'ai passé dans une SS2I du territoire, une société de services en informatique, pour faire, entre autres, de la cybersécurité. 3, c'est le nombre d'années depuis lequel Ado a créé ma société, puisqu'elle a été créée en 2019.
Donc c'est comme Ayoub, c'est une société qui fait du service dans le domaine de la cybersécurité, hein, de l'accompagnement, de l'audit, du conseil et puis de la formation. Et puis pour finir, 5, parce que ça fait déjà presque 5 ans qu'on a créé la commission cybersécurité au sein d'Open, commission que je préside. Et puis pour mettre un peu de couleur à l'écran, quelques certifications que je détiens dans le domaine de la sécurité, sur le management de la sécurité, dans le domaine du hacking éthique ou encore dans le domaine du forensique. Alors, la cybersécurité, on en a parlé déjà depuis un petit moment avec Ayoub, en général, on est sur une perception assez négative. C'est un sujet qui est anxiogène. Il ne vous a pas échappé que régulièrement, on avait dans l'actualité des cas d'entreprises, de particuliers, de collectivités, d'institutions qui étaient victimes d'attaques et qui subissaient des préjudices parfois extrêmement lourds. C'est un sujet qui est généralement associé à l'idée de contrainte. On vous oblige à mettre en place ou à tenir compte de tout un tas de trucs qui apparemment ne vous concernent pas, d'ailleurs. En tout cas, c'est le sentiment que beaucoup ont. Et en plus, beaucoup de ces mesures sont vécues comme des obstacles, comme des freins au fonctionnement fluide de l'entreprise. Et pour couronner le tout, c'est un domaine qui est souvent présenté comme très complexe, dont la compréhension serait réservée à une élite de gens très, très, très intelligents et qui ont fait beaucoup d'études. Vous savez, c'est les fameux petits génies de l'informatique dont on nous parle régulièrement. Et donc, du coup, ça n'arrange pas les choses. Alors, évidemment, la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de gens vraiment très, très brillants dans la cybersécurité. Hein, Youb, tu me confirmes. Voilà. Par contre, il n'y a pas que des petits, hein. Il y a des génies de toutes les tailles dans notre domaine. Ça, c'est certain. Bon, plus sérieusement, il faut vraiment arrêter avec cette histoire d'élitisme. Hein. C'est très contre-productif. Évidemment, on est sur un sujet qui nécessite des compétences pour être abordé. C'est un secteur qui nécessite des compétences de spécialistes. Mais en fait, c'est un domaine qui est accessible à tout le monde, comme tous les domaines, en fait. En tout cas, compte tenu de tout ce que je viens de vous dire, le côté anxiogène, le côté obstacle, le côté élitiste, c'est clair que quand le matin j'arrive au boulot, je me dis pas « ouais, super, aujourd'hui je vais faire de la cybersécurité pour protéger mon système d'information ». En général, quand ce sujet-là arrive sur le haut de la pile, ben, il redescend immédiatement tout en bas parce qu'on a autre chose à faire de plus intéressant et de plus motivant. Et pourtant, s'en occuper, ça offre beaucoup d'avantages. Hein. Je ne vais pas revenir sur tout ce qu'a dit Ayoub, mais juste quelques rappels rapides. Première façon de voir les choses, c'est que c'est probablement l'axe, le point de vue le plus facile à appréhender, le plus intuitif, on va dire, puisque diminuer son risque cyber, ben en fait, ça renforce l'entreprise. Alors pourquoi? Parce que quand on s'occupe d'améliorer, je sais pas, la disponibilité de son système d'information, par exemple, ben de fait, on améliore la fiabilité de son outil. On a des améliorations de la résilience informatique. On va également faire en sorte que quand on subit quand on a un problème, eh ben on va minimiser les préjudices qu'on va devoir subir. Et donc du coup, pour faire simple, ben on a un outil qui tombe moins en panne, c'est-à-dire qui vous coûte moins cher et puis qui vous rapporte plus. Autre façon de voir les choses, qui est peut-être un peu moins évidente, parce qu'elle nécessite en fait que les tiers aient un certain niveau de maturité. Quand je dis tiers, je parle des clients, des fournisseurs, des partenaires, des investisseurs, des institutions, etc. Ce deuxième angle, c'est celui de l'avantage concurrentiel. Quand je dis avantage concurrentiel, c'est l'avantage concurrentiel d'une entreprise qui respecte les bonnes pratiques en matière de sécurité par rapport à ses concurrents qui ne respectent pas les bonnes pratiques en matière de cybersécurité. Peut-être rappelé, ça a été évoqué par Ayoub, que dans le domaine de la cybersécurité, il y a plein de normes, de standards, de réglementations qui s'appliquent en fonction des catégories d'entreprises, des types de structures, des domaines d'activité. Et du coup, une entreprise qui va se conformer à un ou plusieurs de ces référentiels, de ces cadres, je pense à la certification ISO 27001 par exemple, qui est très connue dans le domaine de la sécurité informatique. Bref, si mon entreprise obtient la certification ISO 27001, bah, clairement c'est un gage de qualité. Et donc tous les tiers avec lesquels je vais avoir des relations, bah, ils sauront que je respecte un certain nombre de bonnes pratiques sur le sujet, notamment sur les grands piliers de la cybersécurité, hein, tout ce qui est confidentialité, intégrité et puis disponibilité. Au début, je vous ai dit que j'allais essayer de faire un lien plus clair entre cybersécurité et puis gains financiers. Donc j'y viens. Et donc je vous propose un troisième angle qui, cette fois-ci, est celui des avantages indirects ou induits par une démarche d'amélioration de sa sécurité informatique.
Ce qu'on constate souvent, c'est qu'une entreprise qui entame une démarche, en fait, elle va être obligée de faire un certain nombre de choses, et en particulier de faire un état des lieux de ses biens et de ses processus. Et là, évidemment, quand on met le doigt dans ce genre de choses, bah, c'est souvent l'occasion de mettre en évidence des choses à améliorer ou à optimiser. Dans ce cas, en fait, la cybersécurité, c'est juste un prétexte, un facteur déclenchant pour faire de l'amélioration organisationnelle ou de la transition numérique. Et parfois, à la clé, même je dirais souvent à la clé, il y a des gains significatifs. Alors, plutôt que de rentrer dans les détails de tout ça, et pour faire très simple, je vais partager avec vous une expérience qui est tout à fait réelle d'une structure du territoire. Donc c'est une organisation que vous connaissez tous, normalement, puisque c'est la Mutuelle du Commerce. Donc la Mutuelle du Commerce, même si ce n'est pas son unique activité, je pense qu'on la connaît tous par le fait que quand on va chez le médecin ou chez le pharmacien, ben, on reçoit un remboursement relativement rapidement. Et donc on est très content avec ça. Donc pour remplir cette mission auprès de ses adhérents, qu'est-ce que fait la MDC? Ben, elle utilise évidemment massivement un système d'information. Et puis je pense que vous imaginez sans peine que c'est son principal outil de travail. Bref, il y a chez eux une démarche d'amélioration de la sécurité informatique. Et donc, dans ce cadre-là, il a été décidé il y a quelque temps de revoir ou de passer en revue divers process de l'entreprise pour regarder si tout allait bien. Et puis, il n'y a pas très longtemps, il y a une partie d'un processus qui a fait l'objet d'un travail d'amélioration parce qu'il n'était pas conforme aux bonnes pratiques en matière de sécurité informatique. Je ne rentre pas dans les détails, vous vous imaginez qu'il y a des histoires de confidentialité derrière ça, donc je ne vais pas vous dire, chez ce client-là, il y a telle vulnérabilité, ça ne se fait pas. Mais en tout cas, ce travail d'amélioration a été fait. Il a apporté les effets escomptés en matière de sécurité. Donc là, évidemment, il n'y a pas de surprise. Les effets, les bénéfices sont exactement ceux qui sont attendus dans une démarche classique d'amélioration de la sécurité d'un système d'information. Tout ce qu'on a évoqué depuis tout à l'heure. Mais il y a eu aussi d'autres effets qui sont intéressants, des effets induits très intéressants. D'abord, la modification du process, en fait, elle a supprimé une série de tâches qui étaient... disons pour être gentil, à la fois fastidieuse, répétitive et qui était réalisée par plusieurs salariés. Clairement, je pense que ça a amélioré la qualité des postes de travail qui étaient concernés par ces tâches-là. Et ça a enlevé des tâches qui étaient vraiment pénibles à réaliser et qui en plus avaient une valeur ajoutée relativement faible. Et puis, autre effet intéressant, c'est que comme il y a des tâches qui ont été enlevées, c'est plus de 1000 heures de travail qui ont été gagnées. La Mutuelle du Commerce, c'est une structure de 40 personnes. Donc vous voyez que 1000 heures, et de mémoire c'est un peu plus, je crois que c'est entre 1100 et 1200 heures, ça commence à faire beaucoup pour une structure de cette taille-là. Je pense que chacun appréciera ce que ça représente. Alors évidemment, on peut pousser encore plus loin, parce qu'en fait, toutes ces heures qui ont été libérées, à ma connaissance, il a été prévu qu'elles soient réaffectées à des tâches avec une valeur ajoutée supérieure à ce qui était fait auparavant. Donc ça augmente encore l'effet bénéfique. Et puis au passage, si on se dit qu'on va mélanger ça avec une gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences dans l'entreprise, vous voyez que ça peut donner un cocktail super intéressant en matière de transformation de l'entreprise. Bon, là, on a vu des aspects bénéfiques au sens financier du terme au niveau d'une organisation. Et des impacts autres que les effets d'amélioration de la sécurité, qui conduisent à des économies en fait, de futures choses qu'on pourrait payer si jamais on n'est pas bon en matière de sécurité. Donc c'est déjà une façon d'aborder les choses qui est un peu indirecte. Ce que je vais vous proposer maintenant, c'est d'avoir une vision un peu plus globale et de voir ce qu'on peut attendre à l'échelle du territoire cette fois-ci, et plus à l'échelle d'une entreprise. Alors, si certains d'entre vous suivent un peu les travaux qu'on est quelques-uns à mener, je pense que vous avez entendu parler, qu'il ne vous a pas échappé, qu'on s'attachait à développer la filière cybersécurité du territoire. Une des idées de ça, c'est évidemment de développer l'activité économique dans le secteur, de créer de la richesse, de créer de l'emploi, tout en améliorant évidemment le niveau de sécurité du territoire. Alors on l'a vu juste avant, des structures qui s'engagent dans une démarche d'amélioration de leur sécurité, de la sécurité de leur système d'information, elles vont bénéficier de tout un tas d'effets positifs. Mais évidemment, Ayoub l'a dit, il faut des gens compétents sur le sujet, des professionnels du secteur, pour aider à accompagner ces entreprises ou ces organisations dans leur parcours. Et vous voyez que ça serait quand même beaucoup mieux si ces professionnels ils étaient calédoniens. Alors pour au moins deux raisons. D'abord parce qu'il y a une très très forte tension aujourd'hui dans le monde sur le marché de l'emploi. C'est pas du tout spécifique à la Calédonie, c'est absolument mondial. On y reviendra tout à l'heure. C'est le cas depuis longtemps. Ça s'améliore pas.
et donc dépendre de professionnels qui sont extrêmement sollicités par ailleurs, en particulier dans leur propre pays ou dans leur propre région, ça semble assez risqué. Petite anecdote, je discutais il n'y a pas très longtemps avec quelqu'un qui a organisé une formation, je crois que c'était une formation avec un consultant de métropole, et qu'au final, le dossier ne s'est pas fait parce qu'on lui a dit que le bilan carbone de la mission était vraiment trop exagéré. Alors je ne sais pas du tout si ce type d'argument est appelé à se développer, mais vous voyez que ça pose quand même un petit souci. En tout cas, autre raison, parce que je vous ai dit que je voyais au moins 2 raisons, on nous rappelle souvent, moi je suis dans Open depuis l'origine, depuis toujours on nous rappelle régulièrement, et à juste titre d'ailleurs, que la balance commerciale dans le secteur du numérique calédonien est très déficitaire. Et donc de fait, si on renforce le nombre de professionnels calédoniens, bah, ça contribuerait un petit peu à améliorer cette situation. Au passage, dans le cadre de la filière, du développement de la filière dont je parlais tout à l'heure, on ambitionne d'avoir des professionnels avec des compétences de haut niveau, de façon à pouvoir exporter notre savoir-faire. Je reviens juste 5 secondes sur un truc pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Il ne s'agit pas de refuser ou de s'opposer à ce qu'il y ait des expertises extérieures au territoire qui viennent nous aider à améliorer notre situation. Hein. Ayoub est le bienvenu, il n'y a aucun souci là-dessus. Dans le secteur de la cybersécurité, comme dans d'autres d'ailleurs, hein, le partage d'expériences, les échanges sont vraiment hyper importants et extrêmement bénéfiques. Donc le sujet, il n'est pas du tout là. Mais à mon avis, le recours à des compétences externes, ça doit être un choix et pas une obligation ou une contrainte. Alors du coup, comme on parle de marché, etc., quel pourrait être le marché de la cybersécurité en Nouvelle-Calédonie? Alors en fait, c'est assez difficile à dire, mais on peut à minima essayer de déterminer des ordres de grandeur en se référant à ce qui se fait, par exemple, dans l'Hexagone. Alors, en préparant cette présentation, je suis tombé sur une étude qui indique que le marché de la cybersécurité en France, en 2021, c'est 2,8 milliards d'euros. Et la même étude estime que ce marché, en 2025, sera de 4,2 milliards d'euros. Alors, ce n'est pas forcément d'une pertinence absolue, mais comme il s'agit de se donner des idées et d'avoir des ordres de grandeur, très bêtement et très simplement, j'ai transposé ces chiffres à la Nouvelle-Calédonie en tenant compte des populations. Et ça nous fait un marché d'1,5 milliard de francs CFP en 2021 et puis 2,2 milliards en 2025. Et là, évidemment, pour que ce marché puisse se développer, bah, forcément, on en revient toujours à la même chose. Hein, il va falloir des bras et des cerveaux. En tout cas, il faut qu'il y ait suffisamment de ressources humaines compétentes. Et pour que ça profite au maximum au territoire, eh ben, c'est mieux s'il y a des sociétés calédoniennes et puis des professionnels calédoniens qui sont en capacité d'adresser ce marché. D'où d'ailleurs un des axes de travail dans le cadre de développement de la filière cybersécurité, que j'évoquais tout à l'heure, qui est de former les gens, former les Calédoniens sur ce sujet. Comme vous en doutez sûrement, l'idée c'est que plutôt que la seule possibilité qu'on ait, c'est de quitter le territoire pour aller se former ailleurs et puis peut-être revenir, ça serait bien de pouvoir former sur place les gens avec des offres dans lesquelles on veillerait à ce qu'il y ait un lien fort entre le parcours ou les parcours proposés et puis les besoins du territoire. De façon aussi à ce que ces compétences-là, elles puissent être mises à profit le plus vite possible. Et à ce sujet, vous avez peut-être entendu parler d'un projet qui est en cours de développement aujourd'hui, qui sera bientôt déployé, qui s'appelle la Cyberacadémie, et qui a justement pour objectif de former dans le domaine de la cybersécurité, aussi bien les professionnels ou les futurs professionnels du secteur que les utilisateurs des outils numériques, avec une valeur centrale, un pilier, qui est que ce sont les apprenants qui sont au centre de l'attention, et qu'en fait, tout le dispositif, il doit être là pour aider à trouver le meilleur parcours possible pour chaque apprenant, et que ce parcours, il soit suivi de manière optimale. Le but, c'est à la fois de proposer des solutions rapidement, et il y a une ouverture qui est prévue dès l'année prochaine, et puis avec des formations qui peuvent être suivies également rapidement, typiquement 3 ou 6 mois. L'idée, c'est d'aller vite et de se concentrer sur les connaissances et les compétences dont on a besoin maintenant. Je veux dire maintenant tout de suite, quoi. Pas dans 3 ans, pas dans 5 ans. Alors comme ce soir, on est au rendez-vous de l'économie, je ne vais pas vous faire et vous exposer le pourquoi du comment de la Cyberacadémie, puis on va rester sur les aspects économiques du sujet. Alors tout d'abord, je parlais de marché tout à l'heure, la question qui se pose, là encore, c'est qu'est-ce qu'on peut se fixer comme objectif en matière de formation ?
Je vais à nouveau utiliser et transposer des données nationales, puisque dans le cadre du plan France 2030, dont vous avez déjà entendu parler, tu l'as évoqué tout à l'heure, Ayoub, et ben, en fait, il y a un volet compétences et métiers d'avenir, dans lequel il y a une fiche spécifique sur la cybersécurité. Et dans cette fiche, on trouve un certain nombre d'objectifs qui ont été fixés à l'échelon national. J'en ai relevé 2. Tout d'abord, il faut former 37 000 personnes pour atteindre 74 000 emplois dans le secteur de la cybersécurité d'ici à 2025. Et puis, deuxième objectif, il faut former 610 000 étudiants par an, donc des étudiants non spécialistes du sujet, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas du tout vocation à devenir des professionnels de la cybersécurité. Mais néanmoins, il faut qu'ils aient le socle indispensable sur le sujet. Alors, quand on transpose ces objectifs au territoire exactement comme tout à l'heure, sur la base de la population, ça nous donne 330 emplois dans le secteur à horizon 2025 et puis 2700 utilisateurs par an. Et si je mets tout ça dans la cyberacadémie que je secoue, ça me donne un chiffre d'affaires estimé sur 3 ans, sur toute la période 2023-2025, aux environs d'1,2 milliard, 1,3 milliard de francs CFP. Alors ceux qui d'entre vous me connaissent ne seront pas surpris si je dis que les objectifs sur lesquels je me suis basé pour faire les calculs manquent d'ambition. Bon, alors j'en conviens, si on arrive à faire ça, ce sera déjà bien. Mais je vais quand même vous expliquer pourquoi, à mon avis, ça manque d'ambition. Dans les objectifs des 2700 à former par an, il s'agit d'étudiants. Alors, former les étudiants en bonne pratique, ça a du sens, il n'y a aucun souci avec ça. Mais dans les conclusions d'une étude récente, je lis que 82% des atteintes aux données impliquent le facteur humain et que 94% des logiciels malveillants sont transmis par courrier électronique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en clair? Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans de très très nombreux cas, le préjudice cyber, il a pour origine un humain qui fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. Et c'est pas parce que cet humain-là, il est idiot, c'est juste parce qu'on ne lui a jamais expliqué quels étaient les enjeux, quels étaient les problèmes, quels étaient les risques auxquels il était confronté. Et du coup, il ne peut pas adopter de conduite prudente. D'ailleurs, il y a un élément qui est intéressant, que moi j'ai vu monter depuis peut-être 2 ans, 1 an, 2 ans. C'est le fait qu'il y a de plus en plus d'opérateurs du secteur de la formation qui se mettent à proposer des parcours destinés aux utilisateurs, non plus aux professionnels, mais aux utilisateurs. Et c'est heureux parce qu'à mon avis, on ne doit plus être aujourd'hui dans des stratégies d'information des utilisateurs avec des campagnes de sensibilisation, comme ça se fait pas mal. Mais on doit vraiment passer l'étape supérieure, passer la seconde, et vraiment être dans des approches de formation. Avec pour les utilisateurs vraiment le souci d'acquisition de connaissances et de compétences sur le sujet. D'ailleurs, dans certaines de ces formations, les compétences sont sanctionnées par des certifications, donc la démarche va assez loin. Donc former les étudiants, c'est parfait, mais il ne faut peut-être pas oublier les autres. Déjà, il ne faut peut-être pas attendre qu'ils soient étudiants pour les former, on peut peut-être commencer un peu plus tôt. Par exemple, au moment où ils commencent à utiliser les outils numériques. Et puis, il y a aussi 90 000 salariés dans le pays aujourd'hui, à peu près 70 000 dans le public dans le privé, et 20 000 dans le public. Tous n'utilisent pas des outils numériques dans le cadre de leur activité, mais il y en a quand même quelques-uns qui sont concernés. J'ironise sur le quelques-uns. Et puis, si on ne se limite pas aux usages professionnels, mais qu'on étend à tous les usages, y compris les usages personnels, forcément, ça fait un nombre de personnes à initier qui a encore augmenté. Alors là, on était sur le premier objectif des 2700 par an, mais il y a aussi celui des 330 emplois d'ici à 2025. Donc là encore, 330, c'est très bien, honnêtement, je ne sais pas si on arrivera à 330 en 2025. Je suis sûr que oui. Bref. Mais depuis le début, qu'on parle et qu'on travaille au développement de la filière cybersécurité, on affiche clairement des objectifs de filière d'excellence. Ça veut dire filière avec une capacité réelle et significative d'export de notre savoir-faire pour remplir des missions dans la zone et même plus loin. Du coup, est-ce qu'on peut essayer de quantifier les besoins, en particulier en matière de professionnels? Et pour ça, il y a des études qui sont réalisées chaque année sur le marché de l'emploi dans le secteur de la cybersécurité. Et la situation en 2022, c'est la suivante. Au global, dans le monde aujourd'hui, il y a 3 400 000 postes qui sont non pourvus dans le domaine de la cybersécurité. C'est 26% de plus que l'année dernière. Sur ces 3,4 millions, il y en a plus de 2 millions qui sont dans la zone Asie-Pacifique. C'est 52% de plus que l'année dernière. Un autre élément qui m'a semblé intéressant, c'est que chez nos voisins australiens, c'est 40 000.
C'est 57% de plus que l'année dernière. Et puis à titre indicatif, sachez que c'est 61 000 en France, avec une grosse variation, plus 120%. Donc on dirait qu'il y a des réveils qui ont sonné par là-bas, donc c'est bien, c'est une bonne chose. Donc en tout cas, on voit bien que les besoins ils sont très importants, que les besoins ils augmentent. On voit aussi qu'avec 61 000 en France, probablement que les objectifs de France 2030, avec la formation de 37 000 personnes d'ici à 2025, ils sont, disons, modestes, pour être gentils. Et qu'en tout cas, les perspectives que nous, on a à notre niveau, elles sont hyper encourageantes et qu'il y a des intérêts économiques significatifs à la clé pour peu qu'on sache se mobiliser pour saisir toutes ces opportunités. Voilà, j'en ai terminé pour ma partie. On va avoir les questions-réponses, mais avant, j'ai une mission d'intérêt général de la part de Manon ici présente, qui représente Open. Il y a des petits formulaires qui vous ont été remis. On vous a demandé de les compléter. Il s'agit de récupérer les noms des personnes qui sont présentes dans le cadre d'un projet qui s'appelle les Tremplins du numérique, qui est porté par Open, qui est financé par la BPI, et qui permet de savoir quelles sont les personnes qui ont assisté à ce type enfin, pas les personnes, mais les sociétés, les entreprises qui ont assisté à ce type de manifestation, pour faire un reporting auprès de BPI, pour qu'ils sachent qu'est-ce qu'on a réussi à faire en matière de sensibilisation. Donc sachez que Manon ne vous laissera pas quitter la salle si vous n'avez pas rempli ces documents. Voilà, merci d'avance. Et puis je crois qu'on a une session de questions maintenant. Bonjour. La deuxième partie, j'avais déjà vu la première partie la semaine dernière d'Ayoub chez Otech. Et la deuxième partie était intéressante à mon niveau. Je me pose des questions sur des idées de reconversion. Je suis développeur. Quels sont les métiers de la cybersécurité précisément? Cette cyberacadémie, qu'est-ce qu'elle propose? Alors les métiers de la cybersécurité, il y en a beaucoup en fait. Donc la cybersécurité, c'est une spécialité du numérique. Dans laquelle dans le numérique, il y a déjà plein de métiers, et dans la cybersécurité, il y a plein de métiers aussi, il y a plein de spécialités, souvent des métiers très spécialisés. Je me rappelle, il y a 2 ans, on avait fait une conférence ici, et je m'étais amusé pour regarder le nombre de métiers. J'avais simplement regardé la page de recrutement de l'ANSSI. On avait trouvé quasiment une centaine d'intitulés de postes différents. Autre élément de réponse, il y a beaucoup de travaux qui sont faits aux États-Unis sur la qualification des besoins en matière de formation, avec des référentiels extrêmement précis. Et chez eux, il y a aujourd'hui 52 métiers différents qui sont référencés. Donc en fait, il y a plein de métiers qui sont dans des catégories différentes. On peut faire de la conformité, on peut faire de l'audit, on peut faire du technique, on peut faire du management. En tout cas, le point de vue, comment dire, le parti pris de la cyberacadémie, c'est vraiment de former des gens, dans un premier temps pour le territoire, parce que le niveau sur le territoire, est, comme partout, il n'est pas bon. Et donc, on va commencer par se servir nous-mêmes. Et l'idée, c'est qu'il n'y a pas de... Tout le monde est bienvenu, en fait, quelle que soit la formation initiale, quelle que soit la profession qu'on exerce aujourd'hui. Tous ceux qui vont être a priori intéressés parce qu'on aura réussi à les séduire et on aura réussi à leur donner envie de se reconvertir, par exemple, vers ces métiers-là, ils seront les bienvenus. Comme il n'y a pas de critères d'entrée particuliers en matière de formation initiale, il y a une évaluation des gens qui va être réalisée en entrée pour déterminer quel est leur profil en matière de connaissances, de compétences, d'aptitudes sur le sujet. Et après, l'idée, c'est de les guider, de les conseiller sur le meilleur parcours possible, compte tenu de leur profil de compétences à T égale 0, mais aussi de leurs envies, de leurs affinités. Peut-être qu'en regardant une série à la télé, ils ont envie de faire tel métier parce que ça a l'air super sympa. Enfin, tout ça. De tenir compte aussi du marché de l'emploi en Calédonie. Et donc de leur dire, a priori, en fonction de tous ces éléments, nous, on pense que le métier dans lequel tu vas t'épanouir le plus, c'est ça. Et puis voilà, peut-être une deuxième option, une troisième option, etc. Et puis le parcours pour y arriver, nous, on conseille de faire celui-là. Après, les gens qui vont rentrer dans la cyberacadémie, il n'y a pas d'injonction, c'est que du conseil. Celui qui dit non, moi en fait c'est ça que je veux faire, il fera ce qu'il voudra, quoi. Mais donc a priori il n'y a pas de filtre d'entrée sur les compétences et absolument tout le monde est bienvenu. C'est juste une approche pragmatique en fait. Aujourd'hui dans ce domaine-là, il y a un tel niveau de tension en termes d'emploi et on a tellement du mal à recruter des gens. Parce qu'en fait, les métiers de la cyber aujourd'hui sont
il y a plein de stéréotypes qui sont faux, il y a beaucoup de choses qui sont fantasmées, donc il y a une fausse idée sur ces métiers-là. Et donc du coup, il y a sûrement des gens qui seraient très heureux dans ces métiers-là et qui ne pensent même pas qu'ils pourraient être intéressés. Donc on a vraiment un gros souci, donc on ne peut pas se permettre, je pense, de faire les difficiles par rapport à ça. Et donc tous les gens qui sont intéressés, vraiment sont les bienvenus, on les aidera à parcourir le chemin qui va bien. Quitte à très rapidement se rendre compte qu'en fait, ou les aider à se rendre compte que ces métiers-là ne sont pas faits pour eux d'ailleurs, hein, parce qu'il y aura ces cas-là aussi. Donc quelqu'un qui aujourd'hui est développeur et a envie de faire autre chose, bienvenue. Ok, merci. Je rajoute juste une petite chose. Il n'y aura pas de miracle au début, hein. On va commencer doucement. Hein. Donc la première année, il n'y aura pas un portefeuille de 50 formations en vue de former des gens à 25 métiers différents, à des niveaux d'expertise très élevés. Voilà, on va commencer tranquille. Encore une fois, pour adresser le marché calédonien. Bonsoir. Moi, j'avais une question. Vous avez parlé pendant un long moment de la cybersécurité en entreprise, mais vous n'avez pas défini votre positionnement par rapport à la cybersécurité sur le cloud. C'est quelque chose qui explose depuis quelques années, hein, le cloud, évidemment. Et aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'entreprise, on se pose la question du cloud. Et ça fait une partie des grosses questions, la sécurité dans le cloud aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez nous en parler ? Donc ça, c'est une très très bonne question. En fait, aujourd'hui, la stratégie qu'on a constatée au niveau des entreprises, que ce soit ici en métropole, partout dans le monde, c'est du cloud first. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand je trouve un outil sur Internet, en SaaS, qui permet d'adresser mon besoin, j'y vais. Pourquoi? Pour faire très simple, parce qu'aujourd'hui, le coût de la cybersécurité, vous l'avez bien compris, c'est très cher, ça nécessite des ressources et ça demande beaucoup d'investissement au début, mais aussi sur le long terme. Et tout calcul fait, parfois on se rend compte que vaut mieux partir sur un fournisseur qui permet d'offrir une solution clé en main, mais surtout sécurisée, à condition bien évidemment de cadrer la prestation, parce que c'est ce qu'on a constaté le plus, c'est que souvent on fait appel à des prestataires cloud, mais on ne met rien dans les contrats, on utilise les contrats de base qui sont très très peu light d'un point de vue cyber. Là je vais citer un exemple, OVH, tout le monde connaît en métropole, vous avez tous suivi ce qui s'est passé à Strasbourg, donc le feu qui a détruit une grande partie des données de leurs clients. Il y a des clients qui ont essayé d'aller chercher la responsabilité d'OVH, qui n'ont pas réussi, parce que tout simplement il n'y avait rien mis dans le contrat. Donc là, en fait, le conseil, c'est effectivement, je te rejoins parfaitement, notamment pour les petites structures qui n'ont pas les moyens. S'il y a une solution cloud qui permet d'adresser vos besoins, il faut y aller. Cadrer le contrat d'un point de vue cyber pour transposer la responsabilité. Et surtout, en fait, ne pas oublier qu'il y a des statistiques qui montrent que 80% des attaques sur des infrastructures cloud sont liées à une mauvaise configuration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'achète de l'Office ou AWS ou peu importe, c'est pas juste je prends, je clique, j'active et c'est terminé. Il faut que je le configure de façon correcte et sécurisée. Et dans ce cas, il faut se tourner vers des prestataires du coin, du territoire, qui vont vous aider à configurer correctement ces solutions-là. Sinon, vous allez tomber dans le cas des 80% où ils se font attaquer parce qu'ils ont mal configuré leur solution cloud. Peut-être pour compléter, hein, je crois qu'il faut juste considérer que en fait, le cloud, c'est un élément du système d'information d'entreprise comme un autre, avec ses avantages et ses inconvénients. Et donc, ça, simplement, quand on fait de l'externalisation, ça change le contexte dans lequel on est. Et donc, du coup, on change le contexte. Donc, il convient de réviser et de revoir l'intégralité des éléments. Voilà, c'est juste un élément de plus qui a évidemment ses spécificités techniques qu'il ne faut pas oublier. Hein, lecture des contrats, ça paraît être la base. Mais voilà, la réalité est un peu différente. C'est bon, plus de questions. On a été très très clair, alors c'est super. Merci à tous. Merci beaucoup.